Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Monsieur André Flori pour un propos sur, bien entendu, la généalogie. Oublier ses ancêtres, c'est être un ruisseau sans source, un arbre sans racines. La généalogie est une activité aujourd'hui qui est de plus en plus prisée. Chacun est un petit peu avide d'aller chercher la monographie de sa famille, voir un petit peu ses racines. Et j'avoue que les surprises qui naissent de cette découverte, ça réconcilie souvent avec l'être complexe que l'on est dans sa généalogie. Donc tout le monde y trouve son compte et bien entendu aujourd'hui ce sera une sorte d'élan, d'initiation, une sorte d'incitation à travers cette association qui est très active, Corsica Genealogy, j'y avais, moi, dont M. André Faure est le président. Donc, vous avez la parole pour 1 heure environ et ensuite nous pourrons échanger un petit peu. Merci beaucoup. Je vais vous remercier de m'avoir accueilli ici pour vous parler de généalogie. Donc, comme vous le voyez, ce proverbe « oublier ses ancêtres, c'est être comme un arbre, un ruisseau sans source, un arbre sans racines », c'est un proverbe chinois. Et je trouve qu'il résume bien la démarche des gens qui veulent reconstituer, qui font de la généalogie, parce qu'il explique d'abord pourquoi on en fait et quels sont les objectifs de cette matière. Donc, je vais vous proposer le plan suivant. On va commencer par parler de la généalogie. Je vais vous expliquer rapidement les différences entre les types d'arbres. Ensuite, on parlera des documents qui vont vous servir pour faire des recherches en insistant sur les particularités liées à la Corse. Parce que vous verrez que du fait de notre histoire, il y a beaucoup de choses qui sont différentes de ce que vous pouvez trouver dans la littérature courante. Ensuite, je vous expliquerai comment débuter des recherches avec éventuellement des pistes pour si vous vous retrouvez devant des points bloquants. À mon avis, pour tous ceux qui ont fait des recherches, à un moment ou à un autre, on s'est tous retrouvés devant une énigme qu'il a fallu résoudre. Et on terminera par les particularités des recherches en Corse, avec 2 ou 3 spécificités, dont une qui est vraiment importante. Alors, la généalogie, c'est quoi? La première chose que je vais vous donner, c'est la définition qu'en a faite Claude Lévi-Strauss. C'est donc la généalogie, c'est au fond se chercher soi-même. Qui suis-je? Quels sont les ancêtres qui m'ont fait tel que je suis? Donc la généalogie, vous l'avez compris, c'est rechercher à chaque génération quels sont le nom, le prénom, l'identité des parents, de vos parents, etc., etc. On en trouve 2 sortes. C'est la généalogie ascendante ou la généalogie descendante. La généalogie ascendante, c'est facile, vous partez d'une personne. Donc ici, c'est la généalogie de mon grand-père, donc j'ai fait simple. Et à chaque génération, vous essayez de trouver 3 informations principales dans un premier temps. C'est sa date de naissance ou de baptême, sa date de mariage et sa date de décès ou d'inhumation. Et le but, c'est d'essayer de retrouver à chaque génération le nom et le prénom de son père et de sa mère. Ça, c'est des informations que vous pouvez trouver dans une généalogie ascendante et à chaque étape, vous remontez. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la généalogie descendante, où vous partez d'une personne qui a vécu dans le passé et vous essayez de retrouver l'ensemble des informations sur sa vie. C'est-à-dire que dans le cadre d'une généalogie descendante, à la différence d'une généalogie ascendante, vous verrez les doubles mariages, voire les triples ou les quadruples mariages, les enfants naturels, etc., etc. Donc ici, je vous ai pris toujours l'exemple de la même généalogie. Vous voyez que la personne qu'on avait vue en haut dans l'arbre tout à l'heure, qui n'avait qu'une seule, qui n'apparaissait qu'une fois, ici, hop, où est le point rouge? Bon, il est là. Ici, vous voyez qu'il s'est marié 2 fois et qu'en fait, à la différence dans la généalogie descendante, vous pouvez voir toute la descendance qui apparaît. Alors, pour vous donner un exemple, là, je l'ai simplifié sur 1 ou 2 générations, mais ça peut aller très vite. Moi, j'ai essayé de faire l'arbre de descendance de tous les Flores et de Soirée, il fait 40 mètres. Alors, comment on fait de la généalogie? La généalogie, il ne faut pas se cacher, c'est de la recherche dans des documents. Donc, pour cela, il faut retrouver ces documents. Ces documents, c'est ceux qui vont vous permettre de retrouver toutes les informations qui vous sont nécessaires pour reconstituer soit l'ascendance, soit la descendance. Donc ces documents, on les appelle des sources. Ces sources, il y en a 7 qui sont principales, pour lesquelles vous serez obligé de travailler avec si vous faites des recherches en Corse. La première, c'est les registres paroissiaux.
La seconde, c'est les registres d'état civil. La troisième, c'est les états des âmes ou les recensements. On verra la différence. Ensuite, c'est les archives notariales. Et ces trois documents que les gens ont peut-être moins l'habitude d'utiliser. La première, c'est les dispenses de consanguinité. La seconde, c'est les registres d'imposition, les registres de taille. Et enfin, éventuellement, c'est les travaux d'autres chercheurs. On verra certains ouvrages ou sites internet qui peuvent vous aider dans vos recherches. Donc là, on va commencer par les registres paroissiaux. Donc les registres paroissiaux, c'est les registres qui étaient tenus par les prêtres sur lesquels ils devaient noter les baptêmes, mariages et sépultures. Donc, 1563, le Concile de Trente impose à tous les prêtres dans le monde entier, on va dire, l'enregistrement des baptêmes et des mariages. Ce qu'on constate pour la Corse, c'est que les plus anciens registres, ils datent de 1581, on les trouve à Lévis. Ensuite, on a 4 communes où on trouve des registres qui commencent à partir de 1595. Bonifacio, où dès 1595, vous avez l'ensemble des baptêmes, mariages et sépultures. Sur Ajaccio, il commence en 1612 et vous avez uniquement des baptêmes. Sur Bastelica, c'est 1622, mais c'est vraiment fragmentaire, c'est-à-dire que le document, l'ouvrage est en très mauvais état. Et enfin, vous avez le petit village d'Ampazza, qui aujourd'hui fait partie d'Adzilon Ampazza, où vous avez des BMS complets à partir de 1624. Donc, ensuite, on va voir que dans chacune des communes, pour de multiples raisons, les registres ont parfois été mal tenus, ont été perdus, ont été conservés dans les sacristies qui prenaient l'eau. Donc, bon, il y a eu beaucoup de choses. Ce qu'on constate, c'est qu'en 1768, lorsque les Français viennent en Corse, l'intendant Chardon constate qu'il ne se tient aucun registre dans les parois de la ville ou les campagnes de cette île. Alors pourquoi ? Parce que Louis XIV, sur le continent, avait imposé la tenue des registres en double. Donc il y avait un registre qui était détenu par la paroisse et un autre registre qui allait au bailli du greffe. Lui, Chardon, quand il est arrivé, il a voulu aller au bailli du greffe, il a demandé les registres, il n'y en avait pas. Donc il en a conclu qu'il n'y avait aucun registre. On s'aperçoit que ce n'est pas vrai, puisqu'aujourd'hui on a des registres d'Ajaccio, de Bonifacio, etc. Bon, il y a d'autres communes où effectivement on n'a plus de registre avant 1770. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 1770, il y a un édit royal qui impose la tenue des registres en double exemplaire. Ces registres, ils sont tenus. Un qui est destiné à la juridiction royale, c'est normalement le registre que vous trouvez aujourd'hui aux archives départementales. Et le second, qui était conservé dans la paroisse, aujourd'hui, il fait normalement partie des archives municipales. Il y a beaucoup de communes qui les ont confiés aux archives départementales, mais il y a d'autres communes où ils sont toujours dans la mairie. Alors, c'est quoi un registre paroissial ? Donc ici, je vous ai photographié, je suis désolé pour la qualité des images, vous ne devez peut-être pas voir grand-chose, mais il faut savoir que c'est des vieux registres. Ici, c'est 2 mariages en 1730 à Cogno-Coli. Alors le premier, vous allez voir pourquoi j'ai mis cette photo, parce qu'il est assez intéressant. Le premier, c'est que vous voyez ici que vous avez un symbole magnifique au Pierre-Paul colonne. Ici, vous apercevez que dans cet acte, il y a un nom de famille. Quand vous avez le symbole magnifique au devant, c'est que vous avez affaire à une famille de feudataires. Donc ici, en général, quand vous êtes à Cogno, quand vous trouvez magnifique aux colonnes à Cogno, c'est des colonnas d'Ornano. Par contre, dans le second mariage, vous voyez ici que vous avez le mariage de Joe Paul Grossette de Feu. Je me rapproche, je suis désolé. Michel Michel et de Joe Paul Grossette et Paola de Feu Giabicone Cogno. Voilà la première particularité des recherches généalogiques en Corse. Dans beaucoup de villages avant 1780, pour la majorité des familles, vous n'avez pas de nom de famille. C'est-à-dire que les gens, ils sont identifiés dans les villages par l'expression Antonio di Sant ou Francesco QM Sant. Cette expression QM, qui signifie quondam, elle est importante, parce qu'elle vous indique qu'à la date où a été établi l'acte, le fameux Sant, qui est le père d'Antoine, est décédé au moment de l'écriture de l'acte. C'est juste cette expression qui va vous permettre de différencier deux familles. Ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut noter, c'est que
Avant 1780, dans beaucoup de villages, vous n'aurez pas de nom de famille. Donc la première logique à faire, c'est utiliser une logique qui est un peu différente, c'est de ne travailler qu'avec des prénoms et plus avec des noms de famille. Alors ensuite, là c'est le deuxième, c'est un baptême Ajaccio. Je pense que vous avez tous reconnu qui c'était. Alors pourquoi je vous l'ai mis? C'est parce que quand vous lisez l'acte en détail, vous vous apercevez qu'ici, on a le baptême d'un Napoléon, fille du légitime matrimonio des signori Carlo Bonaparte del Fu, signore Giuseppe, et de la signore Maria e Letizia moglie. Là aussi, c'est une deuxième particularité des actes de baptême dans les registres paroissiaux, c'est que le nom moglie, ce n'est pas le nom de jeune fille de l'épouse, comme certains ont essayé de le croire. Dans les registres paroissiaux, le nom de jeune fille de l'épouse n'apparaît jamais. Donc, quand vous avez besoin de rechercher un mariage au-dessus, si ici, par exemple, vous êtes sur Ajaccio, vous devez chercher tous les mariages d'un Carlo Bonaparte avec une Letizia. Éventuellement, si vous n'avez pas de chance, vous en avez 3, il va falloir trouver d'autres moyens pour vous permettre de savoir lequel c'est. Bon, ici, vous avez de la chance parce qu'à Ajaccio, un mariage d'un Carlo Bonaparte avec une Letizia Ramolini, il n'y en a qu'un. Donc, ça vous permet, par d'autres sources, en plus ici, c'est assez facile, d'arriver à prouver la filiation. Mais il faut vous dire que même si vous avez un nom de famille dans les villes comme Ajaccio, le nom de jeune fille de l'épouse n'apparaît jamais dans le nom des baptêmes. Donc ensuite, il faut travailler en cherchant le nom du père et toutes les épouses qui portent le même prénom. Alors ensuite, on va parler, là c'est des décès qui sont à Tsi, Cavo. Alors les décès, ils peuvent vous apporter certaines informations, mais ils sont pour apprendre avec précaution. Pourquoi? Je vais vous prendre ici. Vous avez une Isabelle de Faux-Bernard âgée de 34 ans. Quand vous avez un acte comme ça, vous avez deux possibilités. Soit Isabelle, c'est la fille de Feu Bernard, soit Isabelle, c'est la femme de Feu Bernard. Quand le prêtre va écrire cet acte, pour lui, il ne va pas faire de différence entre les deux. Donc, il faut toujours être, avec ces actes, faire preuve de se dire est-ce que c'est l'épouse ou est-ce que c'est la fille. Et c'est ensuite simplement les autres recherches qui vous permettront de se faire la différence entre les deux. C'est-à-dire que si vous trouvez, par exemple, vous savez qu'elle a 34 ans, vous trouvez 10 ans avant un mariage entre un Bernard et une Isabelle, il y a de fortes chances que ce soit son épouse. Et là, vous retrouvez partout où vous avez une épouse, puisque ici, vous avez Anna-Marie Di Pietre, âgée de 58 ans. Là, c'est pareil. Bon, vu l'âge, il y a de fortes chances pour que ce soit une épouse. Parce qu'en général, il faut vous dire qu'à cette époque-là, les hommes ne vivaient pas jusqu'à 80 ans. Donc, quand vous avez quelqu'un qui meurt à 58 ans, il y a de fortes chances que ce soit une épouse. Mais vous remarquez ici qu'en 1772, vous voyez ici, il n'y a aucun nom de famille. Alors après, l'état civil. Bon, l'état civil, vous le savez tous, il a été instauré le 20 septembre 1992 suite à la Révolution française. Donc, il impose la rédaction des registres par les officiers d'état civil. Il impose la tenue en double exemplaire, c'est-à-dire qu'il dit il y a un registre qui sera conservé par la mairie, un registre qui ira au greffe du tribunal. Et ensuite, il impose la création de tables annuelles et décennales. Une table annuelle, c'est une table où, à la fin du registre, le maire devait répertorier tous les actes de naissance, baptême et décès qui figuraient dans le registre. Et la même chose pour les actes, des tables décennales où c'était sur des périodes de 10 ans. Sur le continent, les tables décennales commencent en 1793. La première table décennale que vous avez, c'est 1793-1802. Que s'est-il passé en Corse? En Corse, il y a déjà le décret de 1792, il a été mal compris et mal appliqué. Ensuite, il y a le royaume anglo-corse de 1794 à 1796. Deux contraintes. L'état civil, il se met en place à partir de 1798, c'est-à-dire de l'an 6, avec difficulté. Il n'y a quasiment aucune commune de Corse où vous trouvez des registres entre l'an 1 et l'an 5. Ensuite, en Corse, les tables décennales ne commencent qu'en 1803, pas en 1793. Et une particularité, les registres ils sont tenus en toscan, puis en français, pour une période qui peut varier de l'an 6 à Ajaccio. Dès l'an 6, on trouve des actes qui sont tenus en français.
qui sont rédigés en français. En l'an 7, ils sont tous rédigés en français. Par contre, vous avez des communes, des petites communes de montagne. Je veux dire, c'est 1850 où vous trouvez les derniers registres tenus en toscan. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez un mariage que vous soupçonnez qui puisse avoir eu lieu entre 1793 et 1803, sur le continent, ou dans les livres, ils vous disent qu'il faut regarder les tables décennales. Eh bien, en Corse, non. Il faut prendre les registres. Il faut aller feuilleter tous les mariages un par un pour cette période pour voir si vous ne le trouvez pas. Et je peux vous dire qu'il y a un paquet de gens qui se sont fait avoir parce qu'ils ne trouvaient pas le mariage, mais ils n'avaient jamais été voir le registre pour cette période. Quand ils ont été voir le registre, ils se sont aperçus que dans la majorité des communes, il y avait des mariages pour cette période. Donc là, ça c'est par exemple, c'est un exemplaire de mariage à Sartène, où là c'est un mariage en 1818, le 4 du mois de juillet. Donc là, vous voyez, on vous donne le nom, on vous donne déjà une date de naissance exacte, le 16 février 1793. Alors ça varie des communes. Dans les petits villages comme le mien, en gros, ils vont vous dire au mariage, il est âgé de 18 ans tchirk. Alors on verra que le tchirk, qui veut dire environ, il est à prendre avec énormément de précautions. C'est-à-dire que il peut varier il peut engendrer une erreur de 10 ans. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui meurt à Otantana Tchirk, il peut en avoir 70 comme il peut en avoir 90. Ensuite, on voit ici que l'avantage que vous avez, c'est que même déjà en 1817, il vous donne le nom du père. Il vous dit qu'il est décédé d'Eli Fouronne des Feux, fille des Fouronne, et Marie-Francesque Tramone, son épouse. Là, vous avez de la chance parce que 1818, c'est rare que le nom de jeune fille de l'épouse figure. Dans les grandes villes, en général, il y figure. Dans les petits villages, ils vont vous dire Maria Francesca, Sposa, Conjugue, ça dépend. Donc ça, c'est des documents qui vont vous permettre à chaque fois de remonter, de retrouver toutes les informations que vous avez pour remonter votre généalogie. Ensuite, on trouve quoi? On trouve la deuxième partie avec les formules littérales. Alors, toujours à lire la deuxième partie, parce que souvent, à la fin, vous avez les témoins. Il y a des fois des gens très intéressants dans les témoins. Vous voyez apparaître des oncles, des grands-pères, etc. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'il y en a qui reconnaissent des enfants. Parce que souvent, on voit, non, à la fin de l'acte de mariage, les gens ils se marient, puis ils reconnaissent 5 enfants nés hors mariage. Donc, des fois, c'est le seul endroit où vous trouvez la trace de la filiation. Donc un acte, n'oubliez pas qu'il faut le lire jusqu'à la fin. Ce n'est pas simplement les premières lignes, parce qu'à la fin, vous avez toujours des informations intéressantes, surtout parmi les témoins. Des fois, on trouve des cousins germains. Alors après, ils vous disent cousins au 4e degré. Là, c'est plus difficile. Mais quand vous avez cousins germains, quand vous avez oncle, etc., c'est des informations qui peuvent vous servir et qu'il faut que vous notiez quelque part. Alors ici, par exemple, on a un acte de décès en 1830 à Etchika-Soirée. Alors pour vous montrer que l'état civil, des fois, malgré un acte de décès, ne vous apporte pas grand-chose. Parce qu'ici, vous savez qu'il est mort Giuseppe Folacci, lavorateur di Bastelica, domicilié dans cette commune, âgé de 20 ans cirque. Donc là, vous n'avez ni filiation, vous ne savez pas avec qui il est marié, et quand vous cherchez des Giuseppe Folacci à Bastelica, il y en a plus d'un. Donc là, il faut essayer de dire, vous avez ce décès, voir si les autres, vous retrouvez des traces, et il n'y en a qu'un seul, vous ne retrouvez rien du tout, pensez que c'est son décès, mais des fois, ils ne vous apporteront pas grand-chose. Ensuite, on a un acte de décès, de naissance à Bastelica en 1842. Donc là, en 1842, on commence à voir apparaître dans les actes de naissance l'identité du père et de la mère. Donc à partir du moment où vous avez l'identité du père et de la mère, c'est facile, vous cherchez ensuite le mariage qui correspond. Vous prenez vos tables décennales. Vous avez ici, par exemple, le mariage de Pierre Giovacchine et de Marie Bernardi. Donc là, vous cherchez dans vos tables décennales tous les mariages que vous pouvez correspondre, qui peuvent correspondre à cette identité. Alors attention avec les actes de naissance. Les gens, souvent, quand ils commencent la généalogie, ils disent « Ah, mon ancêtre, il s'appelle Folacci Giobat, je vais chercher son acte de naissance. » Là, vous arrivez dans une commune comme Bastelica, vous en avez 6. Vous êtes incapable de savoir lequel c'est qui a pu se marier. Sauf si éventuellement, comme aujourd'hui, on a tous une date de naissance. Si vous avez une date exacte, moi je suis né le 13 décembre 64 à Roanne, sur le continent, je veux dire, si vous y allez, vous allez trouver que mon acte de naissance.
Maintenant, si vous cherchez un Florio Bat à Etchekasoarel en 1820, je peux vous dire que vous allez en trouver plus d'un. Et vous allez être incapable de savoir lequel a pu se marier à Cogno, Coli 15 ans après. Donc il faut se méfier de travailler avec les actes de naissance ou avec les actes de baptême. On peut faire des filiations avec, mais il faut être sûr que c'est vraiment la dernière hypothèse possible. Il faut avoir épuisé toutes les autres possibilités. Alors, ensuite, il y a un document qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle un état des âmes. Un état des âmes, c'était le prêtre qui, dans le village, faisait un recensement de tous les habitants du village, maison par maison, en indiquant pour chaque famille la composition de la famille et les âges des paroissiens. Alors, la seule chose que personne n'est arrivé à déterminer, c'est dans quel ordre le curé a pu tourner dans le village. Mais par contre, ici, vous avez Ziliard le 30 octobre 1796, où ici, par exemple, vous voyez que ici, vous avez, par exemple, la famille de Marc de Feu Bénédette, âgée de 39 ans, Dominiquine, son épouse, âgée de 28 ans, Sante, leur fille, et Laure, la mère de Marc, âgée de... Là, il n'a pas su. Donc, en général, quand il ne sait pas, c'est qu'elle a plus de 60 ans. Donc là, c'est intéressant parce que vous savez qu'en 1796, par exemple, vous avez, par exemple, une famille qui est quasiment complète. Donc ça, si vous avez besoin de retrouver, par exemple, quand vous travaillez pour les prénoms, si vous avez un état des âmes, que vous avez, par exemple, besoin de trouver un Sante ou 10 Marc, vous passez tout l'état des âmes et vous les cherchez tous. Et vous regardez lequel peut correspondre à votre ancêtre. Hein? Non, ce n'est pas une famille nombreuse. Bon, il y en a d'autres qui sont plus nombreuses. Hein. Mais alors, les états des âmes, ils se trouvent normalement dans les registres paroissiaux, sauf pour l'évêché de Sagone, où à l'évêché de Sagone, ils font partie d'un classeur, enfin d'un registre particulier, où il y a une vingtaine de villages qui ont été recensés. Nous, on les a tous photographiés au sein de l'association. Et vous avez même, parce qu'il faut se méfier, l'évêché de Sagone, il va jusqu'à Calvi. Donc il y a des villages de Balagne qui font partie de l'évêché de Sagone et que vous retrouvez aux archives de Corse du Sud. Mais ça, c'est un document. Si vous en trouvez un dans vos recherches, dans les registres paroissiaux, sautez dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui vous permettra, à une date donnée, de reconstituer quasiment toutes les familles du village. Alors ensuite, les recensements. Bon, on va passer sur la définition parce que ça ne vous apporte pas grand-chose. En Corse, il y a 3 recensements où si vous faites des recherches en Corse, vous êtes obligé de travailler avec. Le premier, c'est 1770-1769, c'est celui qu'on appelle le Choiseul, qui a été réalisé au lendemain de la conquête de l'île, devait permettre connaître le nombre d'habitants. Donc lui, il y a certaines pièves qui sont manquantes. Il y a la Gravonne, le Fiumorbe, il y en a peut-être d'autres. Mais bon, globalement, il y a quand même pas mal de villages qui ont été faits. Ensuite, il y a 1786, qui concerne principalement la Haute-Corse et la région de Bonifacio. Et ensuite, il y a 1818 qui a été le premier recensement complet réalisé par le maire des communes. L'intérêt qu'il y a, c'est que dans certains cas, il a indiqué pour les épouses le nom de jeune fille. Et c'est le seul document où vous arrivez à trouver pour des gens qui ont pu se marier vers 1780-1790 le nom de jeune fille de l'épouse. Donc c'est un document qui est très intéressant. Moi, personnellement, comment je travaille quand je fais une commune? Je commence par intégrer le recensement de 1818 dans ma base de données. J'intègre le recensement de 1770 et je dépouille tous les registres de 1822 jusqu'à l'origine du paroissial. Et après, sur la partie après, je fais quasi tous les mariages jusqu'en 1936, plus éventuellement toutes les gens dont je n'ai pas retrouvé la filiation, ou que j'ai trouvé en lisant une indication marginale qui se sont mariés ailleurs. Mais globalement, quand on fait comme ça, en partant comme ça, vous arrivez quasiment en 1822 à retrouver tous les habitants du village et toutes les filiations. Alors là, par exemple, vous voyez, bon, ici c'est un exemple de recensement 1770 à Ajaccio. Bon, on retrouve la famille de Napoléon, c'est un exemple. Mais vous voyez qu'Ajaccio, pourquoi? C'est pour vous montrer qu'Ajaccio, tous les gens ont un nom de famille. Par contre, je vais vous prendre un village, c'est le mien, Etchekasoarel. Vous voyez ici, il y a 2 personnes qui ont un nom, c'est des Flores. Et ensuite, c'est les 2 derniers. Et ensuite, tous ceux qui sont au-dessus, c'est des Stefano QM Stefano, Antonio QM Luc Antonio, Giacomo QM Francesco Marie. Donc en 1770, vous voyez, dans les villages, il y a en gros, à Soirel, il y a 2 familles qui ont un nom, il y a 4 familles qui ont un nom de famille. À Bastelica, il y a 1300 habitants, il y en a 0. Alors après, plus vous remontez vers le sud, c'est-à-dire que vous arrivez à Olmet, il y a la moitié du village, vous en retrouvez un peu plus.
Ensuite, en Haute-Corse, ça dépend des villages. Il y a des villages où c'est moitié-moitié, c'est 2 tiers, 1 tiers. Ça, il faut que vous regardiez le recensement pour voir exactement comment vous pouvez vous situer. Et attention, le recensement, il a été fait par des officiers français. Donc eux, quand ils sont arrivés dans une maison, ils ont cru ce qu'on leur disait. Quand ils ont dit le chef de famille, c'est le fils aîné si le père était mort, ils ont mis le fils aîné chef de famille, ils ont mis la mère comme épouse. Donc vous avez des fois où vous trouvez des couples, vous avez le chef de famille, il a 22 ans, et l'épouse, elle a 50 ans, ils ont des enfants de 18 ans. Là, il faut faire preuve d'un sens critique, et il faut bien regarder et ne pas croire que le recensement sur parole. Comme parfois, il a recensé des frères et sœurs en tant qu'époux et femmes. Donc après, il faut toujours l'avoir comme base, mais toujours le regarder avec un sens critique. Bon là, c'est 1818 Zilliard. Donc là, comme vous pouvez le voir dans la 3e colonne, on s'aperçoit que, je suis désolé pour la qualité des photos, mais ici, on s'aperçoit que là, il a mis le nom de famille des épouses avec leur âge. Donc on voit que, là, par exemple, l'épouse de Bat et Federici, elle est de la famille Albertini. Donc si éventuellement, vous voyez ici, en plus, c'est des gens qui ont 30 et 24 ans. Donc souvent, c'est des gens qui se sont mariés entre 1790 et 1800. C'est souvent la période maudite de la généalogie en Corse. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, c'est souvent le recensement 1818 qui vous donne leur âge et leur identité et la période éventuellement où ils ont pu se marier. Parce que si vous savez qu'ils se sont mariés dans cette période, vous allez avoir beaucoup de difficultés parfois à trouver le mariage. Mais au moins, vous en serez sûr parce que vous savez que vu leur âge, il y a de fortes chances qu'ils soient mariés à ce moment-là. Bon, ensuite, les recensements, on s'en sert pour 2 choses. Les successions, ce n'est pas nous, c'est les généalogistes professionnels. Et ensuite, c'est rechercher les filles mères. Parce que souvent, quand vous avez dans votre généalogie une fille mère, si vous n'avez pas de filiation dans son acte de décès, quand elle accouche à Ajaccio, elle vous dit qu'elle est née à Coro il y a 25 ans, le seul moyen d'essayer de la trouver, c'est dans un recensement. Bon, avec plus ou moins de chance. Hein. Après, moi, ça, c'est ce que je préfère, c'est les tchèpes. C'est là qu'on apprend le plus de choses sur l'histoire de sa famille. Les tchèpes, pourquoi? Parce que les notaires, ils intervenaient à tout moment dans la vie des familles. Contrat de mariage, quittance de dot, vente de terrain, testament, remise de quittance de dot en cas de décès de l'épouse. Parce que vous savez qu'à l'époque, toutes les filles étaient dotées. Même les pauvres, même les gens qui croient sortir de familles modestes, il y avait un contrat de mariage. Le contrat de mariage, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait 2 cochons, il y avait un bacino d'oli, un cosugouzi, mais il y avait toujours un contrat de mariage. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que si l'épouse mourait sans enfant, sa dot revenait à sa famille de sang. Et si elle mourait avec des enfants, dans son testament, elle expliquait que sa dot devait aller obligatoirement à ses enfants et que si ses enfants n'atteignaient pas l'âge adulte, elle devait aller soit à son frère, soit à son oncle, soit à son cousin. Ensuite, c'est un document qui vous permet, en l'absence d'état civil ou de registre paroissial, pratiquement de retrouver beaucoup d'informations sur le village si les notaires couvrent la période qui vous manque. Moi, je sais qu'en ce moment, je travaille sur Albitrech. Sur Albitrech, le registre paroissial s'arrête en 1770. Il y a un notaire qui couvre les années 1740-1770. Pratiquement, j'arrive à reconstituer toutes les familles de Albitrech et des villages environnants, c'est-à-dire de Grossette, d'Urbalacone, de Pilacanal, et on trouve même des actes à Coro. Donc je veux dire, après, le notaire, il couvrait une région assez étendue. Après, dites-vous bien que les notaires, ça vaut toujours le coup de les regarder. Moi, je vais citer un exemple. À Coro, j'avais trouvé un mariage en 1741. Le mariage n'était pas filiatif du côté de l'épouse. 20 ans après, chez un notaire d'Ajaccio, j'ai trouvé qu'elle vendait un terrain. Et les femmes avaient une particularité à l'époque, c'est quand elles vendaient un terrain, il fallait qu'il y ait des hommes de leur famille qui donnent leur consentement. Donc en général, c'était le mari, c'était le frère et le cousin germain. Et dans cet acte, dans les hommes qui donnent le consentement, il y a son mari, son frère et son cousin germain. Et c'est comme ça que j'ai pu arriver à faire la filiation. Donc il faut se dire qu'en plus, rien n'est jamais perdu. C'est peut-être un endroit à... Je ne sais pas, moi, l'autre jour, dans le notaire d'Albitrech, j'ai trouvé des actes qui concernaient les frères Rocazer de Sartène. Je ne sais pas ce qu'ils ont été faire chez le notaire. J'ai une petite idée. Je pense qu'ils avaient des terrains à Albitrech, et s'ils sont des terrains à Albitrech, c'est qu'ils devaient être apparentés à la famille Ornan. Donc il doit y avoir une alliance quelque part un peu plus haut.
parce qu'ils vont vendre des terrains à Albitrich. Donc là, par exemple, c'est un contrat de mariage. Alors, je vous ai entouré une phrase qui est importante, 2 mots qui sont importants dans les contrats de mariage. C'est amitsiz et parentel. Parce que chaque fois que vous allez chercher un contrat de mariage chez un notaire, il commencera toujours par ces mots, amitsiz et parentel. Donc ici, par exemple, c'est le mariage d'une certaine Camilla Carbone avec un certain Agostino Ilari. Est-ce que vous savez qui c'est Camilla Carbone? Hein? Non, c'était la nourrice de Napoléon. Et comme le registre paroissial d'Ajaccio pour cette époque manque, c'est le seul document qui vous donne sa filiation. C'est-à-dire que quand vous cherchez dans les registres, vous ne la trouvez pas, son acte de décès n'est pas filiatif, et c'est le seul document, c'est son contrat de mariage qui vous donne sa filiation. Donc en fait, le contrat de mariage, il commence par la description des personnes qui passent le contrat de mariage. On voit qu'ici, c'est son frère, puisqu'il dit « por mezzo di Camillo Zuazorel » et dell'astre « Igastina Lori di protonotario sant ». Donc là, protonotario, c'est une appellation qui était beaucoup utilisée à Ajaccio, mais vous avez ici les filiations de l'époux et de l'épouse. Et ensuite, la deuxième partie, je vous en fais grâce, c'est l'ensemble des biens qui sont donnés lors de ce contrat de mariage, plus les appellations légales où le mari s'engage à rendre sa femme heureuse, il s'engage à rendre la dot s'ils n'ont pas d'enfants et qu'elle meurt, etc., etc. Alors ensuite, il y a un autre document qui peut aussi être intéressant, c'est ce qu'on appelle les dispenses de consanguinité. À l'époque, dans nos villages, les curés étaient souvent originaires du village et ils refusaient de marier les cousins entre eux. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, si vous êtes cousins, il faut que l'évêque donne sa bénédiction. Donc, les gens, s'ils avaient une parenté au 4e degré religieux, 4e degré religieux, c'est facile, vous comptez. Ici, vous avez l'épouse 1, le père 0, 1, 2, 3, 4. Vous comptez une génération chaque fois au-dessus. Donc, si vous avez, par exemple, 2 mariés qui ont un arrière-arrière-grand-père commun, 4e génération, ils devaient faire établir une dispense. Donc, cette dispense, elle était transmise à l'évêque sous la forme d'un mini-arbre. Ici, vous avez Marie-Catherine Spose, fille de Joe Antogne, fils de Giacomo Sant, fils de Joe Maté, fils de Guilfucci. Guilfucci, il a comme fille Dominiquine, qui a comme fils Antonio Marie, qui a comme fils Bat, et qui a comme fils Francesco Antonio comme époux. Donc, ici, il n'y a pas de nom de famille. En supposant que vous ayez trouvé un nom à la descendance, ici, vous avez des hommes, des hommes, des hommes. Donc, ça veut dire que déjà, vous leur remontez 2 générations supplémentaires. Et ici, vous avez des hommes, des hommes, des hommes, des hommes. Donc ici, vous êtes capable de donner un nom, d'attribuer fictivement un nom, parce qu'on l'attribue de manière fictive, un nom à l'ascendance. Cette dispense de consanguinité, elle concernait aussi les remariages, puisque quand l'ancien et le nouvel époux, ou l'ancienne épouse et la nouvelle épouse avaient une parenté, ils faisaient ce qu'on appelle une dispense d'affinité. C'est la même chose que la dispense de mariage, à part qu'ici, au lieu d'avoir épouse, vous avez épouse d'un côté et vous avez de l'autre côté un prénom féminin avec Olimvir, où sort le nom du marié. Alors, pour l'évêché d'Ajaccio, vous avez tous les villages de l'évêché d'Ajaccio, les dispenses de consanguinité, elles ne comportent que la période 1749-1759. Elles sont dans un classeur, un registre qui est épais comme ça, où il y a tous les villages pratiquement de l'évêché d'Ajaccio, et il n'y a pas de classement. C'est-à-dire qu'ils sont classés chronologiquement dans l'année, mais il faut les lire une par une pour retrouver les villages qui vous intéressent. Pour l'évêché de Sagone, elles font partie d'un registre particulier, mais c'est des lettres en vrac qui sont envoyées à l'évêque. Donc là, il faut les lire toutes une par une pour arriver à trouver celles qui pourraient éventuellement vous intéresser. Et pour Bastia, c'est un peu sous la même forme que l'évêché de Sagone. Donc il faut aller dans les archives de l'évêché de Bastia qui sont détenues par les archives départementales, pas par l'évêché, et de regarder ce que vous pouvez trouver comme information. Mais là, c'est vraiment quelque chose parce que ici, si vous faites un calcul, à l'époque, ils se mariaient à 20 ans, ils avaient des enfants à 25. Et encore, je suis gentil, il y a des filles qui se marient à 13. Donc ici, vous avez par exemple Marie-Catherine, on va dire qu'elle a 20 ans. Son père, il est né 25 ans avant. Son grand-père, il est né 50 ans avant, 75-100 ans. Donc ici, vous avez un mariage qui a lieu en 1749, donc vous êtes remonté jusqu'en 1649.
Ça veut dire que le Guilfouch que vous avez en tête de liste, il vivait autour de 1650. Après, vous avez les registres d'imposition, ce qu'on appelle les registres de taille. Donc les registres de taille, ils sont détenus en grande majorité à Gênes. Il y en a quelques-uns qui concernent certaines communes de Haute-Corse qui sont détenus par les archives départementales de la Corse du Sud. Là, c'est l'exemple du village de Bizinc en 1673. Donc vous voyez, c'est un registre d'imposition. Par contre, c'est quasiment un état des âmes ou un recensement. Parce qu'ici, vous avez Gio Pietre, fille de Vecchione, Maria Moglie, Antonio Francesco le fils, Batta le fils, Gio Michel le fils, Philippine la moglie de Gio Michel et le petit garçon. Donc ici, vous arrivez à avoir toute la composition de la famille en 1673. Donc vous voyez ici, si vous arrivez, Gio Pietri le premier, il a 50 ans, donc ça fait 1623, ça veut dire que Vecchione, il est né autour de 1590. Après, le but, ça va essayer de trouver des registres de taille des années précédentes, c'est-à-dire de trouver 1500, 1612, 1624, pour essayer de retrouver la trace de Vecchione à chaque génération. Sachant que, bon, au bout d'un moment, il faudra s'arrêter parce que des registres de taille avant 1580, il n'y en a plus beaucoup. Mais là, je veux dire, pour l'instant, ils sont tous à Gênes. Nous, l'objectif avec l'association, c'est d'aller photographier les plus récents. Les plus récents, c'est 1728 et de remonter dans le temps pour essayer de fournir aux généalogistes tous ces documents, parce que souvent, les gens qui ont dépouillé la totalité d'un village, ce qui leur manque comme source, c'est celle-ci. Les notaires, on les a à Ajaccio ou à Bastia. Les registres d'état civil, on les a dans les mairies ou aux archives, et les registres paroissiaux, c'est pareil. Par contre, les registres de taille, c'est qu'à Gênes, et on a des difficultés à trouver des correspondants sur Gênes, parce que d'abord, les recherches sont assez ardues, qui veulent aller nous faire les photos. Donc finalement, on a décidé avec l'association, on va essayer de faire un voyage à 8 ou 9 personnes pour aller faire une première campagne de numérisation en partant par le plus récent qui doit être 1728. Alors après, je vous ai cité des travaux d'autres chercheurs. Pourquoi ? Parce que pour moi, la généalogie, c'est comme l'histoire. Quand il y a des gens qui ont fait des travaux sérieux, ce n'est pas la peine de recommencer à faire la même chose. Donc si vous avez des gens qui... vous avez dans vos ancêtres des gens qui proviennent de ces familles, autant aller chercher directement la source. Alors pourquoi je cite Giovanni della Grosse ? Parce que c'est le premier généalogiste corse. C'est le premier qui a établi la généalogie des seigneurs chinarquaises. Et c'est le seul d'ailleurs. Donc aujourd'hui, si vous avez toutes les familles qui descendent du Colonne, ça vient de Giovanni della Grosse. Après, vous avez le comte Pierre-Paul de Colonna Cesari Roc qui a fait des travaux sur les généalogies des familles Ornan, Pozzo di Borg et Cuneo Nornan. Globalement, il y a 95% d'informations qui sont justes. Il y en a 2%, c'est une famille Bacciocchi d'Ajaccio, parce que je pense que c'est ceux qui lui ont demandé de descendre de la famille qui était apparentée à Napoléon et pas de l'autre. Mais bon, ce qui se passe quand on regarde les registres d'Ajaccio, manque de peau, c'est l'autre. Bon, ça arrive. Et ensuite, sur la famille Ornan, il y a un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de filles. Pourquoi ? Parce que dans l'arbre de la famille, pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir, à toutes les générations, il n'y a que les garçons. Les seules filles qui apparaissent, c'est celles qui étaient mariées avec des Ornan. Toutes celles qui se sont mariées en dehors de la famille Ornan n'apparaissent plus dans l'arbre de la famille. Donc lui, comme il essaie d'utiliser les travaux de l'arbre familial, il y a un certain nombre de ramifications où à un certain moment, il manque beaucoup de filles. Ensuite, il y a le livre d'Antoine-Marie Gradian et de François de Martine sur les Bonapartes en Corse. Celui-là, vous pouvez y aller. Si vous descendez d'une des familles apparentées aux Bonaparte, vous le prenez, vous récupérez ce qu'il y a dedans. Je ne pense pas que vous trouverez quelque chose de complémentaire, ou alors, à mon sens. Ensuite, il y a le livre de François de Martine sur la Montréal de Corse. Vous pouvez, si vous avez une famille qui en fait partie, vous pouvez aller le prendre. Il y a 98% des informations qui sont de premier ordre. Il y a 2% où il faut un peu regarder, et en général, il le dit. Parce que c'est souvent des gens qui lui avaient confié des choses, qui lui avaient dit oui, notre ascendance, c'est comme ci, comme ça. Mais en général, il le précise en tête de la notice qu'il y a pas mal de documents à vérifier. Donc quand il le précise, regardez, moi j'ai travaillé sur la famille Chiappe d'Ajaccio, il disait qu'il fallait vérifier, effectivement, il y avait pas mal de vérifications à faire. Ensuite, il y a le livre de Michel Verger-Frances sur les familles du Cap, et il y a les ouvrages de Josette Tchekald sur toutes les familles des Visa, du Si et les Tchekald.
Et enfin, il y a le livre du comte Canavet-les-Colonnes et de Marie Biancarel sur les seigneurs de Lec et leurs descendants. C'est un ouvrage de 4 tomes sur tous les descendants de Jean-Paul de Lec. Ensuite, il y a des sites web. Alors, le premier, c'est Généanet. Généanet, ça vaut toujours le coup de regarder. Après, sur Généanet, vous avez de tout. Vous en avez certains qui font le concours d'avoir la plus grosse sans chercher. Puis vous avez des gens qui cherchent. Alors, il y a un moyen simple de les démasquer. C'est quand quelqu'un vous donne une date, vous lui envoyez un petit mail en lui demandant qu'il vous communique l'acte, savoir où il a trouvé, pourquoi il a telle filiation. Quand en général, il vous donne une réponse alambiquée ou qu'il ne vous donne pas de réponse du tout, essayez de trouver la source où il a regardé dans les autres personnes qui ont mis leurs recherches sur Généanet. En général, vous trouverez la source véritable. Ensuite, il y a le site de l'association. Donc, nous, on a fait des transcriptions de tables décennales et des dépouillements de villages complets. Sur le site, il y a à peu près 420 000 actes. Il y a 103 000 mariages, dont il y en a à peu près 40 000 qui sont filiatifs. Il y a beaucoup de registres paroissiaux qui ont été dépouillés, aussi bien en Corse du Sud qu'en Haute-Corse. Par exemple, sur Corté, pour prendre un exemple, il y a toutes les tables décennales qui ont été mises en ligne. Alors, il faut être gentil avec les gens qui l'ont fait. Il y a parfois des erreurs de transcription, parce que les tables décennales sont parfois mal écrites. Les gens ne sont pas parfois du village. Donc, des fois, ils ont peut-être fait des erreurs de transcription de certains noms. Il suffit de nous le dire, on corrige de suite. Mais bon. Et ensuite, vous avez des travaux personnels. Vous avez sur Internet, vous avez les travaux sur la famille Casalong et Pozzo di Borg. C'est quelqu'un qui a dépouillé tous les villages d'Alat, d'Afa et d'Alat et d'Apiet et qui a fait beaucoup de recherches sur les Pozzo di Borg. Vous avez un site aussi sur la famille Colonna d'Istria. Puis après, vous avez les travaux que j'ai pu faire sur la piève de Coro ou de l'Ornane. Parce que comme je dis, si vous avez un ancêtre originaire de ces villages, ce n'est pas la peine de recommencer. Vous me demandez, normalement, je devrais pouvoir être capable de vous donner votre ascendance assez rapidement.